tout simplement. Lorsque vous voulez gagner, vous devez trop peiner, trimer, chialer, afin de vous glorifier de ce que vous avez raflé. Mesdames et messieurs, très heureux de vous rencontrer ce soir dans votre émission Touche à tout. C'est une émission socio-culturelle, bien entendu, une émission qui vous permet, mesdames et messieurs, de pellustrer, une émission qui vous aide à décortiquer, à éplucher la situation politique de notre pays, sociale, mais aussi économique. Question pour nous, mesdames et messieurs, de tirer les choses au clair afin que vous soyez tous bien informés. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec Shadrack Ndibou, avec qui je passe cette émission de manière rotative. Ndibou, bonjour. Bonjour, Amour Bilolo. Comment vas-tu? Oui, ça va. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous monsieur Boupila Hussein John. Il est député national, mais aussi il est ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre, plutôt Premier ministre Matata Ponyo. Il est aussi président de l'Alliance pour la transformation intégrale du Congo, en sigle ATIC, à qui je m'avais dire joyeusement bonjour, monsieur Boupila. Bonjour, monsieur Amon. Je pense que vous allez très bien. Oui, je vais très bien. Monsieur Boupila, première question, nous allons simplement faire la rétrospective ainsi que la perspective d'avenir de votre carrière politique, mais aussi on va essayer un peu de toucher quelque chose de leurs questions pour nous, d'éclaircir la population congolaise. 60 ans, près de bientôt 61 ans déjà de l'indépendance de notre pays. Nous savons bel et bien que les années s'égrènent comme cela en pleuveux, mais on est en train de constater un rétropédalage du point de vue du développement de notre pays. On ne sait pas, selon votre lecture ou réaction, quel peut être comme qualifié agent causal de ces rétropédalages de l'indépendance, du développement de notre pays. Monsieur Amor, merci pour la parole et merci pour l'occasion que vous m'offrez sur votre plateau de faire face à beaucoup de questionnements qui se posent dans notre nation. Je voudrais d'abord commencer par rectifier quelque chose dans votre présentation. Merci. Je n'ai pas été directeur de cabinet de M. Matata, mais directeur de cabinet adjoint. Au ministère des Finances, j'étais son directeur de cabinet adjoint, donc de 2011, je crois, à 2012. Et ainsi qu'à la primature, j'ai été directeur de cabinet adjoint et non directeur de cabinet. Ok, adjoint. Ouais, merci beaucoup. Directeur de cabinet merci adjoint. pour la correction. Ok. Revenons à votre question. Je pense que la cause essentielle de la dégringolade de notre pays, c'est l'homme. Tout simplement l'homme congolais. Il est l'agent causal de toute cette dégradation que nous connaissons dans notre pays. En bref, je peux vous répondre comme ça, c'est l'homme. C'est une question d'homme. Ce n'est pas une question de conjoncture économique, ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté des nations, mais la cause principale, c'est l'homme congolais qui est à la base de la dégradation de la situation économique de notre pays. Parce que, je veux vous dire, lorsque les Belges partent du Congo-Kinshasa le 30 juin 1960, le Congo-Kinshasa reste Congo-Kinshasa. Les matières premières sont là, le pays est là entier, la population est là tout entière, mais ce qui change, c'est simplement les dirigeants qui changent. Et c'est à partir du changement de ces dirigeants que nous avons connu cette dégringolade. Donc pour moi, l'effet causal de la dégradation que nous connaissons, c'est l'homme congolais et bien sûr l'homme politique principalement. Vous avez votre campagne, je pense, pour M. Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle de 2018, mais malheureusement, il a subi un échec total. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Antoine, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez vu comme étant innovation apportée par ce nouveau président de la République, selon vous? Bon, en termes d'innovation, il n'y a pas à voir. L'innovation doit être constatée dans le vécu quotidien de Congolais. Ce n'est pas question de pérorer ou de parler ou de lancer des slogans. D'après vous, qu'est-ce qui a changé 2 ans et demi après, dans le vécu quotidien de Congolais? Qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il eu changement? Je ne sais pas. Ce n'est pas une question de parler, c'est une question de constater les faits. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans notre société, dans notre pays, depuis que son Excellence
Antoine Félix Tshilombo est aux commandes du pays. Remettre la SNCC sur les rails. Remettre quoi? La SNCC sur les rails, une société de chemin de fer de Lubumbashi sur les rails, il y a des locomotives qu'il a pu acheter, et puis il y a d'autres contrats qui sont en train de signer avec les partenaires. Non. Pour les locomotives, c'est le gouvernement Matata Pogno qui a commandé ces locomotives et qui les a achetées. Vous pouvez vérifier partout. Le gouvernement Tshibala, avec le ministre des Transports, je crois que c'est le vice-premier ministre Makila, qui était au transport, a payé le solde de la facture de la commande qui était passée par le gouvernement Matata, et les locomotives sont arrivées maintenant. C'est ça la vérité. Donc on peut dire que pour lui, c'est un échec total. Je ne dis pas que c'est un échec, mais je vous convie à vous poser des questions et à vous répondre sur ce qui a effectivement changé dans le vécu quotidien, dans la vie ici chez nous. Monsieur l'honorable, nous sommes toujours dans la rétrospective. Alors, est-ce que dans une certaine mesure, peut-on dire que ce pays n'a pas du tout des chances? Parce qu'on a vu Mobutu, à son époque, avait mis 32 ans, et le pays n'a pas eu à avancer. Et également, Joseph Kabila, 18 ans, apparemment, nous sommes en train de tourner, de faire un cercle vicieux. Est-ce qu'on peut dire aisément que ce pays n'a pas des chances jusque-là? Non, je Parce pense qu'on a presque tout, on a de minéraux, alors on n'avance pas, et pourtant d'autres pays qui bénéficient de nos minéraux sont en train d'avancer, alors nous-mêmes, nos propriétaires de minéraux, nous sommes en train de faire un cercle vicieux. Non, vous savez, dans le développement des nations, il n'y a pas de question de chance. Dans le développement des nations, c'est une question de travail. Lorsque l'on travaille sérieusement, lorsque l'on travaille consciencieusement, avec amour pour sa patrie, on fait avancer l'agenda de développement de son pays. Ce n'est pas une question de chance. Alors, qu'est-ce qui fait que, par rapport à tout ce que nous avons comme minéraux, parfois, actuellement, le Rwanda produit des ordinateurs, etc. Alors, nous-mêmes qui sommes propriétaires de ces minéraux, nous sommes en train de rien faire. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette régression? Mais c'est ce que j'ai dit au départ. Je crois que vous m'avez compris, c'est ce que j'ai dit au départ. La question ici chez nous, sont les hommes politiques congolais qui n'ont pas peut-être une vision pour l'avenir du pays. Les gens sont là pour leurs propres intérêts, ils viennent, ils accèdent au pouvoir, au poste de responsabilité pour leurs propres intérêts. Et à partir de ce moment-là, si l'objectif poursuivi, c'est simplement manger, avoir des maisons, avoir, c'est pas sa petite famille bien soignée, l'agenda du développement du pays n'avancera pas. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, Tshisekedi Félix, proclamé chef de l'État de notre pays, 2 ans après, ou encore 2 ans déjà perdus, selon ce qui s'est dit dans des crocs en jambes observés tout au long de la coalition FCC et Cash. Aujourd'hui, il y a une nouvelle structure estampillée Union au Sacré, et aujourd'hui, voilà, la métiture de ce gouvernement estampillée des Warriors, des Jean-Michel Samalukonde, je ne sais pas, selon vous, qu'est-ce que vous remarquez partant des premiers pas de ce gouvernement comme changement, ou encore l'idée maîtresse qui n'est pas apportée dans ce gouvernement? Est-ce que ça peut toutefois répondre aux attentes de la population, ou c'est juste un trompe-l'œil? Je pense que c'est trop tôt pour juger le gouvernement Samalukonde, qui n'a que quelques jours ou quelques semaines. Nous l'attendons voir à l'œuvre. Et nous allons juger. Je pense que pour le moment, c'est très tôt de dire, et ce serait, je crois, pas responsable de ma part, de porter un jugement de valeur sur un gouvernement qui a à peine quelques semaines ou quelques jours sur le bilan qu'on peut attendre. C'est péremptoire de penser qu'on peut déjà tirer un bilan. Attendons voir ce qu'ils vont faire. Vous êtes du FCC, je pense. Oui, je suis membre effectif du FCC. La destitution du gouverneur Zoé Kabila fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la population congolaise. Il y en a qui disent tout simplement qu'il a été déchu injustement. Mais il y en a d'autres qui disent tout simplement, peut-être parce qu'il n'a pas été membre de l'Union Sacrée, raison pour laquelle il a été déchu ou éjecté de la tête de cette province de Tanganyika. Ça vous dit quoi quand vous voyez
de déchoir quelqu'un à son insu alors qu'il est à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est prévu par la loi de déchoir quelqu'un à son insu. Non, ce n'est pas prévu. Et nous avons pour exemple le gouverneur de ma province d'origine, le gouverneur du Maniema, M. Augustin Moussafiri, qui était interpellé par l'Assemblée provinciale du Maniema. Il était en mission à Kinshasa, appelé par l'ancien premier vice-ministre du gouvernement, Ilou Kamba, c'est pas son nom, l'ancien premier ministre chargé de l'Intérieur. Il a été interpellé à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a siégé et l'a destitué. Son vice-gouverneur a fait un intérim pendant un moment, mais à la fin, la justice du pays a considéré que cet acte n'était pas correct et on l'a remis en fonction. Donc nous attendons la même chose de notre justice pour qu'elle fasse la même chose, ce qu'elle a fait au Maniema, qu'elle le fasse dans les Tanganyika. Ne pensez-vous pas que l'idée de la décentralisation territoriale serait à la base de tous les maux qui rongent l'administration de l'entité? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas ainsi. Le Congo, c'est un pays immense. Et l'idée de la décentralisation, c'était une idée qui avait pour but principal de rapprocher les administrés des administrateurs. C'était ça l'idée de base. Ça veut dire que lorsque on doit prendre, par exemple, on doit engager un enseignant dans un village, est-ce qu'il faut nécessairement un village qui se trouve à 2500 km de Kinshasa? Est-ce qu'il faut nécessairement que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire puisse prendre cette décision? Non. Ça veut dire qu'il y a des questions, il y a des urgences locales qui nécessitent que certains responsables qui sont sur place, les responsables locaux, puissent donner solution, puissent trouver une solution aux problèmes qui se posent sur place. C'était ça l'idée de la décentralisation. En fait, l'idée de la décentralisation n'est pas mauvaise, mais c'est dans l'application, dans le vécu de tous les jours, qu'on remarque des dérapages. Qu'est-ce que vous allez dire, entre guillemets, à ceux qui disaient que le président honoré Joseph Kabila Kabange avait décentralisé les provinces juste pour des causes, je ne sais pas, parce qu'il avait des rancunes avec d'autres gouverneurs des provinces, notamment Moïse Katumbi Tchapoué, selon ce que les gens disaient, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à partir de votre réponse? On ne peut pas affirmer cela. Si on affirme cela, ça veut dire qu'on fait la négation du principe que je venais de vous évoquer tout à l'heure. La décentralisation a pour objectif de rapprocher les décideurs des populations qui sont administrées et de trouver des solutions urgentes aux questions urgentes qui se posent localement. Il n'était nullement question d'un calcul politicien. Vous tenez toujours debout, tête haute, dans cette structure encore sérieusement politique, le FCC, qui regorge pas mal dans politique, mais aujourd'hui on est en train de constater un démantèlement outrancier de cette structure ou de ces regroupements politiques, le FCC, mais je ne sais pas quelles sont les raisons qui vous poussent toujours à rester dans ces regroupements politiques, alors qu'on a constaté juste après la création de l'Union sacrée, on a vu les gens traverser de l'autre côté comme des mouches, et aujourd'hui je ne sais pas quelles sont les raisons qui vous poussent juste à rester dans cette position. Bon, vous savez, monsieur le journaliste, la vie c'est une question de principe. Lorsqu'on est dans la vie, il faut avoir de principes. Lorsqu'on est dans la vie, un homme qui se veut, un homme qui aspire à avoir des charges publiques, il y a quand même des principes. La constance. La constance, c'est un des principes que des hommes politiques doivent avoir. Vous ne pouvez pas vouloir être un homme public, un homme politique, ne pas avoir des décisions, tourner comme une girouette à chaque vent qui arrive. Il faut avoir une option, il faut avoir de la détermination et savoir ce que l'on cherche. Vous ne pouvez pas être, disons, socialiste aujourd'hui, et vous dormez comme socialiste et le matin vous vous réveillez comme capitaliste. Qu'est-ce que les gens vont retenir de vous?
Je pense que ce qui m'a retenu au FCC, c'est la constance à laquelle j'aspire et je dirais, les idéaux auxquels je crois. Je crois fermement aux idéaux que le FCC a mis en place pour le développement de ce pays. Monsieur l'honorable, le date de siège est décrété, mais les mesures d'accompagnement traînent encore au Parlement. Ne craignez-vous pas qu'il y ait une adéquation? Les mesures d'accompagnement ne dépendent pas du Parlement. Quelles sont ces mesures qui dépendent du Parlement? Les mesures d'accompagnement, ce sont des mesures qui rentrent dans le domaine de l'exécutif de notre pays. C'est le gouvernement qui doit appliquer sur terrain l'état de siège. À ce que je sache, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui traîne au niveau du Parlement sur cette question-là. Si cette question était là, je crois qu'on la traiterait déjà, parce que c'est les soucis de tous les Congolais de voir la paix revenir à l'est de notre pays. Bien que le chef de l'État a décrété l'état de siège dans cette contrée ou encore cette partie de notre pays, selon vous, croyez-vous qu'il y aura au moins un changement total par rapport à cette insécurité qui a longtemps gangréné l'est de notre pays, qui met d'ailleurs mal à l'aise la population de l'Est? Est-ce que les actions menées par notre armée peuvent changer quelque chose? Bien sûr que si. Moi, je crois fermement que notre armée pourra changer la donne à l'est du pays. Je crois fermement. Je ne suis pas de ce genre qui condamne a priori ou qui émettent des avis a priori. J'attends voir. On a 30 jours. L'état de siège a commencé les 6. On est aujourd'hui le 19, je crois. Le 19 ou le 20. Ça fait à peine 8 jours. Attendons voir. Nous allons faire la première évaluation à la fin de la première période, qui est de 30 jours. Mais nous avions remarqué la force onusienne avec tout ce qu'elle a comme logistique. Elle n'a pas abouti à pacifier l'espace est du pays. Pensez-vous l'armée congolaise finira par pacifier cet espace parce que... Non, je pense que ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la paix dans notre pays ne doit pas être le fait des armées étrangères. Ça ne doit pas être le fait de l'armée de l'ONU. C'est nous-mêmes, Congolais, qui devons défendre notre pays. Ce n'est pas... nous ne devons pas rester ici en train de nous réjouir, en train de boire et de manger, et attendre que les étrangers viennent faire la paix chez nous. Nous devons nous engager nous-mêmes. L'armée... de l'ONU, le 20 000, je crois 20 000 ou 18 000 casques bleus qui sont là depuis 24 ans, ils sont venus, ils sont là plus en observateur. Ce n'est pas au bout de 24 ans de leur présence ici au Congo, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont rien fait, en dépit de tout ce qu'ils avaient comme équipement. Je pense que la tâche revient à nous-mêmes les Congolais pour que nous puissions prendre les destins de notre pays en main, pour que nous puissions mettre fin à cette insécurité qui gangrène le pays depuis plus de 20 ans. Monsieur Popula, ça vous dit quoi lorsque vous voyez les présidents de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, en train de dire, encore de dire aux députés, que vous devez quitter d'abord les groupes armés, parce qu'on peut s'adresser aux députés de l'Est, parce que lorsqu'ils étaient partis se plaider par rapport à cette insécurité qui a longtemps frappé notre pays, alors, en réponse, Mbosso Kodia dira tout simplement, vous d'abord, députés, vous devez quitter les groupes armés. Ça vous dit quoi, d'abord, cette phrase-là? C'est une langue de bois. Ça ne veut rien dire. Et j'ai eu l'occasion de le dire au président Mbosso, qui était accompagné de tout son bureau, le premier vice-président Jean-Marc Kabound et tous les autres. Ça, c'est de la langue de bois. Ça ne veut rien dire. Si le président Mbosso connaît des gens, si les services de sécurité de notre pays connaissent des dirigeants, des députés nationaux qui sont responsables des groupes armés, mais ils n'ont qu'à les citer. On a peur de quoi? Pourquoi généraliser? On a peur de quoi? Pourquoi on continue à généraliser? Il faut que toutes les populations de l'Est se décident
pour que l'on cite les responsables. Je pense que pour notre part, c'est irresponsable de continuer à utiliser cette langue de bois. Il faut citer les gens, il faut citer les noms et avancer les preuves de ce qu'on dit. C'est tout. C'est une langue de bois, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce qui freine à M. Mbosoko Dia de citer les noms? Parce que derrière on a reçu... Je pense que d'abord, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail de le faire. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a autre chose à faire. Mais je pense qu'il y a des institutions, les services de sécurité de notre pays, qui ont des renseignements sur tous ces députés-là, qui doivent se déployer pour les interpeller, pour qu'on mette une fois pour toute fin à toute cette instabilité qui est à l'est du pays. Il ne faut pas continuer à généraliser, il ne faut pas continuer à dire non, on a peur de quoi? Qui a peur de quoi? Ou qui a peur de qui? L'État est au-dessus de tout le monde. L'État ne peut pas se plaindre. L'État agit. L'État ne peut pas se plaindre. L'État agit. Mais lorsque les officiers collaborent en synergie avec quelques groupes armés, vous ne voyez pas que l'État sera un peu dans l'impossibilité d'agir alors que les officiers collaborent avec des groupes armés? Mais les officiers, ils sont connus, non? Ceux qui collaborent avec les groupes armés, sont-ils connus, oui ou non? Est-ce qu'ils sont connus? Mais s'ils sont connus, qu'on les interpelle. Les officiers, ils ne sont pas de bons dieux. Qu'on les interpelle, il y a, je crois, des instances militaires qui sont là pour refréner tout dérèglement de comportement des militaires, aussi gradés soient-ils. Les gens doivent être interpellés par les services attitrés. On a peur de qui? Qui a peur de qui? C'est ça la question. Monsieur l'honorable, d'aucuns pensent que le problème de l'insécurité à l'Est serait lié à l'avènement de l'AFDEL. Comment analysez-vous un peu ces allocutions? Non, on ne peut pas dire ça. Voilà. On ne peut pas dire ça. Rien que les statistiques de groupes armés, lorsque vous voyez le nombre de groupes armés à l'arrivée de l'AFDEL et le nombre de groupes armés aujourd'hui, on ne peut pas faire un rapport entre les deux. On ne peut pas. C'est une insécurité, nous savons qu'elle est causée par des pays voisins. Vous le savez. Cette insécurité, elle est causée par des pays voisins avec l'appui de multinationales qui ont besoin de matières précieuses qui se trouvent sur notre sol. Ils veulent continuer à puiser, à prendre à vil prix nos matières précieuses et à continuer à faire leur business. Ce n'est pas le fait de l'AFDEL. Alors, comment analysez-vous les allocutions du président rwandais par rapport aux crimes qui se font à l'est du pays? Ben lui, il a dit qu'il n'y a pas eu de crime. Comment analysez-vous ces... Qu'est-ce que j'analyse? Parce que lui dit qu'il n'y a pas eu de crime. Mais c'est une honte pour la République, monsieur le journaliste. C'est une honte pour la République. Les massacres, tout le monde en parle depuis 24 ans. Le rapport mapping est là. Les témoignages sont là. On a enterré des femmes vivantes à Makobola, à Kassika. Nous le savons. Les gens sont là qui ont assisté à ces événements-là. On a tué les gens, on a brûlé les villages. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu de crime au Congo? Mais c'est que le cynisme. Que le cynisme. Ça me révolte. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une main noire derrière tout ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit sur le site de la MONUSCO dit ne pas reconnaître la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, aujourd'hui même. Ça veut dire qu'on peut comprendre que non, c'est juste pour amadouer la population congolaise afin de bénéficier de nos minéraux, parce qu'autrefois, nous avons suivi Maître Lick Feriki, qui a demandé au chef de l'État de suspendre les activités minières, parce que c'est à cause de ces activités minières qui font ce qui est insécurité à l'Est. Parce qu'il a constaté que non, dans des endroits miniers ou encore dans des entreprises minières, il n'y a jamais eu d'attaque des groupes armés, mais c'est dans des villages qu'on est en train d'attaquer. Vous ne voyez pas qu'il y a une main noire derrière tout ça? Bon, sûrement qu'il y a une main noire, on a eu à le lire. Je l'ai dénoncé tantôt, c'est une question des pays étrangers qui sont sous la coupe des multinationales, qui veulent faire, ou qui font, mais pas sur nos richesses. En ce qui concerne la présence de troupes rwandaises, je n'ai aucun élément pour l'instant
Je ne sais rien confirmer, mais je pense que les jours qui viennent nous prouveront la vérité de ce qui s'est dit. On peut comprendre que l'insécurité, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, ce qu'il dit, est en train de sillonner partout dans le monde, en train de chercher des investisseurs, mais il y en a pas mal d'investisseurs qui ont peur de l'insécurité qui frappe notre pays. C'était à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est le Katanga, les Hauts-Katanga, le Lubumbashi, où on tue les gens en plein jour, on vole, on viole, on cambriole pas mal. On ne sait pas. Les gens disent qu'on veut juste transplanter l'insécurité de l'Est à Lubumbashi. Vous ne voyez pas que c'est là où ça contribue au rétropédalage de notre développement. Mais qui transporte cette insécurité de l'Est dans le Sud? C'est qui? Soi-disant les politiciens. Mais pourquoi? Soi-disant, pourquoi? Nous avons quand même des services de sécurité ici qui doivent s'épancher sérieusement sur ces cas. On a un service de sécurité. Pourquoi on doit toujours continuer à tâtonner? Pourquoi on ne cite pas nommément que c'est Amon Bilolo qui est responsable de cette insécurité qui est en train d'arriver dans le Sud-Katanga? On a peur de qui? Pourquoi on ne cite pas? On va continuer, on va assister à ce que les populations continuent à être décimées dans le Sud-Katanga, comme ça s'est fait dans l'Est du pays. Pourquoi on ne fait pas son travail? C'est ça la question. Alors pourquoi quiconque voudrait pacifier cet espace est du pays finit toujours par mourir? À l'exemple du général Baouma, Mbunza Mabé, Laurent Désiré Kabila, qui profiterait de toutes ces tueries? Mais aux mêmes personnes que j'ai citées, c'est aux multinationales, qui ne veulent pas qu'il y ait la paix, ils ne veulent pas venir ici chez nous et signer des contrats avec le gouvernement légalement établi. Ils veulent continuer à voler nos matières précieuses, c'est tout. C'est à tous ces gens-là que profite la mort de ces braves hommes, de ces braves garçons qui se sont mis debout pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en présence de l'honorable Boupila John Hussein, qui est député national, mais aussi, il est président, mesdames et messieurs, de l'Alliance pour la transformation intégrale du Congo. C'est avec lui qu'on est en train de décortiquer ou encore de faire l'autopsie de la situation générale de notre pays. Honorable, faisons un peu escale dans l'économie de notre pays. Aujourd'hui, on est en train de constater que les taux d'échange sont en train de vaciller, où on est en train de voir les différents services qui sont dollarisés, alors que le pouvoir d'achat cause maintenant préjudice sur la population. On ne sait pas. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui bloque la stabilité de notre économie? Bon, c'est la production, tout simplement. C'est la production. On produit quoi? Qu'est-ce que nous produisons? C'est ça la question. On ne produit rien, à part les matières premières qui sont produites à l'est du pays et qui sont, en fait, au jour d'aujourd'hui, la propriété des multinationales qui ont investi là-bas. Nous ne produisons rien. Comment est-ce qu'on aura une bonne économie? Le riz que vous mangez vient d'où? La sardine que vous avez mangée, le pain que vous mangez, la farine de froment vient d'où? C'est produit ici. L'économie ne va pas marcher. Tout l'argent que nous produisons ici va servir à ce que les commerçants, les opérateurs économiques puissent aller se ravitailler à l'extérieur. En fait, ils enrichissent ceux qui travaillent pour nous. Nous sommes là en train de consommer, un point entrée. Et avec une économie tournée vers la consommation, on ne peut pas avoir une économie stable. Est-ce que vraiment c'est un problème de la production, on ne produit rien? Parce que, ou soit dans une certaine mesure, c'est un problème d'ombre. Parce qu'il y a quelques années passées, ou soit une année, on avait vu le président avait fait appel au Premier ministre, au gouverneur de la Banque centrale, au ministre des Finances, pour qu'il y ait une appréciation du franc congolais. Alors, après quelques jours, nous avions compris qu'il y avait une appréciation de quelques pourcentages, et puis ça a réchuté. Est-ce qu'à ce moment, on doit toujours parler de... L'appréciation du franc congolais n'est pas tributaire des réunions, monsieur le journaliste. L'appréciation du franc congolais par rapport aux monnaies étrangères ne peut pas être tributaire des réunions. Mais ce sont des autorités monétaires, bien sûr. Oui, ce sont les autorités monétaires, mais ils font quoi? Quand ils décident, le franc monte ou descend. Ce n'est pas du fait. C'est un rapport de France
entre l'offre et la demande. C'est un rapport de force. Lorsqu'on ne produit rien, tous les dollars qui sont ici repartent à l'étranger et l'économie devient instable. Propos des docteur Noël Tchani disant tout simplement pour vaincre ces fléaux qui frappent notre pays du point de vue économique, il faut tout simplement dédollariser le service, mais aussi changer des monnaies. Donc il n'y a pas de francs congolais, qu'on les crée une autre monnaie. Cela peut toutefois aboutir à une solution adéquate partant de notre pays. Mais c'est trop simple comme solution. C'est trop simple. Si c'est ces deux choses, je doute d'ailleurs que Noël Tchani ait parlé de ces deux choses-là, mais si c'est ces deux choses-là, c'est trop simple. Chacun peut le faire. On a changé le Zaïre. Combien de fois? Vous n'étiez peut-être pas né, mais moi j'étais déjà né, j'ai vu à un certain moment on avait 5 millions de Zaïre. Ici une coupure de la monnaie nationale, 5 qui valait 5 millions. On a changé, on a mis les nouveaux Zaïre, on a mis les francs, tout ça. Donc c'est une question complexe, ça ne se résume pas à ces deux assertions de ce monsieur-là. Affaire Matata Ponyo. Vous venez de dire que vous étiez du Kaba, notre ex-ministre Augustin Matata Ponyo. Aujourd'hui, apparemment, il y a un problème avec la justice de notre pays pour l'affaire Bukangalozo. Autrefois, il est invité à la justice. Malheureusement, il n'a pas répondu présent. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle lance un nouvel appel pour qu'on enlève les humilités avant qu'il puisse comparaître. Comment jugez-vous son absence à la justice? Non, je pense qu'il y a une petite confusion dans ce que vous dites. Matata Ponyo n'a pas été invité par la justice. Vous pouvez me produire un document. Traduit par... donc, c'est l'IGF qui a fait ce que Matata Ponyo soit invité par la justice. Non, l'IGF ne peut pas traduire Matata Ponyo à la justice. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que quand la Cour constitutionnelle a pu lancer un appel de lever des humilités de M. Matata Ponyo pour qu'il soit, je ne sais pas, qu'il ait simple de comparaître, mais il est là. Le Sénat n'a pas pu lever les humilités. Non. Je crois qu'il y a quelque chose. Il faut suivre de près l'actualité. Le Sénat n'a pas traité de la question de la levée des immunités. Vous avez suivi la sortie médiatique de monsieur du président du Sénat. Vous avez suivi, non? On n'a pas traité de cette question. Le Sénat a simplement regardé si la Cour constitutionnelle était le juge naturel d'un sénateur. C'est uniquement sur cette question qu'on s'est posé. Est-ce que la Cour constitutionnelle, le procureur près la Cour constitutionnelle, est le juge naturel d'un sénateur? Ce nom, c'est clair. Alors qu'il était à l'extérieur. Il faut revenir au juge naturel d'un sénateur. C'est le juge naturel d'un sénateur, qui est la Cour de cassation, qui doit demander au Sénat la levée des immunités. Okay. Donc on est encore très très loin. Okay. On est encore très loin. Voilà. Alors qu'il était à l'extérieur du pays, il disait je dois rentrer au pays pour se présenter à la justice. Alors depuis qu'il est rentré, il ne se présente pas toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait peur? Non. Faire peur quoi, monsieur? Vous avez vu comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez parler de peur? Parce que quand il était à l'extérieur, il disait... On ne peut pas parler de peur en ce qui concerne les Matata. Vous étiez peut-être très jeune, mais je crois que vers les années 2012-2016, vous suiviez déjà l'actualité du pays, parce que je suppose que vous étiez peut-être à l'université. Matata, c'est quelqu'un qui a fait du devoir de redevabilité un impératif pour lui-même. Le devoir de redevabilité. Pendant qu'il était Premier ministre, après chaque période, il rendait compte à la population de ce qu'il faisait, de ce qu'il entreprenait comme action. Et ce devoir de redevabilité, aujourd'hui, il l'exerce. C'est un homme de principe.
il exerce ce devoir de redevabilité à temps et à contre-temps. Vous êtes en fonction, vous rendez compte de vos actions, vous n'êtes plus en fonction, vous avez le devoir de rendre compte de ce que vous aviez fait. Et c'est ce que Matata a fait. Avez-vous vu combien de gens qui ont été convoqués par la justice, qui étaient à l'extérieur du pays et qui sont revenus? Combien, monsieur le journaliste? À part Matata Ponyo. Et pourquoi vous pouvez parler de peur? Il n'y a pas de peur. Il a été là, il était à l'extérieur du pays, il est rentré pour faire face à la justice de son pays, en s'appliquant d'abord à soi-même le devoir de redevabilité. En fait, c'est du respect pour le peuple congolais. Être interpellé à l'extérieur du pays et revenir, dire que moi je reviens, je veux rendre compte. Mais tous les autres, le fait qu'ils ne se présentent pas à la justice jusque-là, c'est un processus légal qui doit être Matatas, il est couvert par les immunités. Et la raison pour laquelle d'ailleurs on a demandé la levée de ces immunités. Il est prêt, il n'a pas peur. Parce que s'il avait peur, mais il resterait à Conakry. Pourquoi reviendrait-il ici s'il a peur? Pourquoi reviendrait-il? Vous ferez la même chose? Supposons que vous ayez peur d'entrer dans cette chambre, dans ce studio où nous sommes, parce qu'il y a une menace. Vous vous dites, je rentre quand même. Est-ce que vous aurez peur en rentrant dans... On peut dire que vous avez peur. Matata n'a pas peur. Il exerce à temps et à contre-temps son devoir de redevabilité. Mais au-delà de cela, mais je pense que c'est un homme courageux. On ne peut pas parler de peur. C'est un homme courageux. Vous connaissez dans ce pays des gens qui ont été cités, juste cités, et qu'on ne voit plus en circulation. Vous les connaissez. Mais lui qui était à l'extérieur du pays, il est revenu. Il n'a pas peur. Il est prêt à se justifier lorsque toutes les conditions légales seront remplies pour se présenter devant son juge naturel. Il va se présenter devant son juge naturel. Honorable John Hussein, ça vous dit quoi lorsque vous êtes en train de voir les individus dilapider l'argent de l'État, notamment M. Willy Bakonga qui a été condamné il n'y a pas très longtemps, nous avons vu Caméré et les autres en train de dilapider l'argent de notre pays? Mais il faut le prouver, il faut le prouver. Il ne suffit pas de le dire comme vous le dites. Et c'est ça le grand péché ici chez nous. Il faut le prouver. Vous et moi, nous avons appris que Willy Bakonga a été arrêté avec 2 millions de dollars dans l'avion à Brazzaville. Vous les avez vus? Les 2 millions de dollars. Ils sont partis où? Où sont partis les 2 millions de dollars qu'on a dit? Il ne suffit pas de dire, de raconter des choses sur des gens. Les constats ou la réalité qu'on a eue, c'est qu'on a eu 34 ou 35 000 dollars dans la valise du fils de Willy Bakonga. Je ne le défends pas. Je ne le défends pas, mais je veux que lorsqu'on accuse quelqu'un, qu'on apporte de preuves irréfutables. Les 2 millions de Willy Bakonga sont où? C'est resté à Brazzaville? C'est-à-dire son arrestation n'est pour rien. C'est-à-dire on l'a pas... Il est arrêté pourquoi? C'est ça la question d'abord. Il a été jugé sur quoi? Il a été arrêté pourquoi? Et son procès a porté sur quoi? Sur les 2 millions qu'on a arrêtés à Brazzaville. Ils sont où? Ils sont restés à Brazzaville ou quelqu'un les a pris avant d'arriver ici à Kinshasa? Il ne suffit pas d'accuser, il faut apporter la preuve. Et une preuve irréfutable, 1 plus 2 égale 3. Là, nous sommes d'accord, il n'y a personne qui va discuter. Honorable Pella, nous citons déjà la dernière question. Non, on ne peut pas chuter. On ne peut pas chuter comme ça. Il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses à parler. Je pense qu'il ne reste que 5 minutes. Ça ne peut pas nous permettre de trop parler sur Matata. Je pense qu'on va vous inviter prochainement pour essayer pour parler dans cette émission. Dernière question avant de clôturer notre émission. Parlons d'abord aux élections
prochaine, en 2023. Le chef de l'État a affirmé à Lubumbashi qu'il y aura élection en 2023. Mais apparemment, l'ONIP est en train de chercher comment recenser la population. Il y a aussi les réformes électorales, situation qui n'est pas encore débattue, et pas mal de choses, la sécurité et autres. Est-ce que vous croyez évidemment, avec les 2 ans qui nous restent, il y aura l'élection en 2023? Mais il doit y avoir élection. Mais il y a des préalables à remplir. Quel préalable? Quel préalable? Réforme électorale. Qu'est-ce qui a changé entre les réformes électorales? On va le faire. Recensement. Quel recensement? Mais on a fait tuer les gens ici. Dans ce pays, dans cette ville, on a fait tuer des gens pour refuser le recensement. Vous ne le savez pas. Les bus Transco ont été vandalisés dans ce pays parce qu'on a refusé les recensements. On est parti aux élections, non? Qu'est-ce qui a changé? Entre le moment où on a fait tuer les gens et on a détruit le bus de Transco et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? On doit aller aux élections, monsieur. On va aller aux élections. Le confirmer. Non, il n'y a pas de préalable. Quel préalable? Le président Tshisekedi, lorsqu'il est voté, on a fait le recensement. Est-ce qu'on a fait le recensement? Non, j'ai dit, est-ce qu'on a fait le recensement pour que le président Tshisekedi devienne président? Répondez-moi. On n'a pas fait le recensement. Le président est président pour 5 ans. Ce n'est pas un préalable. C'est un faux fuyant. Honorable, vous du FCC, pensez-vous encore en 2023 revenir au pouvoir? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous allez faire encore? Parce que vous avez fait 18 ans, est-ce que vous pensez encore qu'il y avait d'autres choses qui n'avaient pas été faites, que vous allez chercher à faire Bien en sûr, 2023? il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui seront faites après 2023. Tout ce qu'on n'a pas... Nous allons pour parler. Vraiment, l'État n'étant pas notre compagnie, nous sommes obligés d'arrêter cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez qu'on est pratiquement à la fin de notre émission. Quand même, il y a pas mal de choses à dire sur M. Matata Ponyo, mais aussi sur les élections prochaines, mesdames et messieurs. Voilà, Chadaf Dibou, mot. D'accord, merci beaucoup, je suis très content. Je pense qu'il y aura encore à parler prochainement. On aura le temps d'inviter encore l'honorable pour s'exprimer de plus. Et du reste, je dis déjà un grand merci à tous nos téléspectateurs. Merci. Honorable John Hussein Lopela, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage à cette émission? En 1 minute seulement. Bon, simplement appeler notre population, nos cadres, nos dirigeants, parce que la population c'est peut-être allée trop, à se consacrer peut-être pour un bon devenir de notre pays. Parce que comme je l'ai dit au début de cette émission, le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas ceci ou cela, ce ne sont pas les réformes qui manquent, ce ne sont pas les textes qui manquent. Tout est là, mais le comportement de l'homme congolais doit changer. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivi plus partout. Merci beaucoup de votre belle attention prêtée à cette émission Touche à tout, mesdames et messieurs. Pour ceux qui émettaient le vœu de nous suivre sur le net, nous sommes sur Touche à tout TV officiel, mais aussi sur TV du Peuple RD Congo. Là, vous allez suivre l'intégralité de cette émission. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Bye.